Eh ben, moi, je pensais pas que vous seriez aussi nombreux dans cette salle. Moi qui espérais faire une conf devant 4 pelés intendus, manifestement, c'est raté, hein. Bon, je vais vous faire une confidence. C'est la première fois que je fais une conf devant autant de monde, en fait. Et pour être tout à fait honnête, c'est même la première fois que je vais au club agile, en fait. Je connaissais même pas l'existence du club agile de Lyon. En fait, c'est une amie à moi, Myriam, qui m'a envoyé un texto un beau jour. Cette année, le thème du club agile à Lyon, c'est la résilience. J'ai directement pensé à toi. Euh, le club quoi? Bon, elle m'a expliqué, mais bon, voilà, quoi. Comme ça, au moins, vous êtes prévenus. Pendant 3 mois, à chaque fois que je la croisais, elle me disait, alors ça y est, t'as postulé? Finalement, sous la pression, j'ai proposé mon talk à la dernière, juste à la veille de la date limite, quoi. Pour moi, c'était déjà super compliqué. En fait, j'étais déjà super fier de moi d'avoir postulé sur un sujet aussi sensible et personnel. C'est déjà une victoire en soi, en fait. Ce à quoi je m'attendais pas, en fait, c'est que je pouvais être pris, en fait. Quand j'ai reçu le mail de notification de validation de la conf, pour ta proposition de talk, c'est un grand oui. Oula, qui me demandait si j'étais bien présent le 5 juin. Oula, ah, j'étais pétrifié à la fois de la peur et un étrange syndrome, le syndrome un peu de l'imposteur. Vous savez quand quelque chose vous tombe dessus, mais on comprend pas trop pourquoi c'est moi qui suis pris plutôt qu'un autre, quoi. Donc bon. Donc voilà, il m'a fallu 10 jours pour finalement répondre au mail, quoi. Voilà. Au moins vous êtes prévenu de mon degré de touristitude, hein. Bon, ouais, je vais faire au mieux et voilà, ça va bien se passer, hein. Mais bon, revenons à nos moutons. À travers mon témoignage, hein, je vais vous montrer comment je suis passé de damné à béni, sans gagner au loto, mais en changeant d'abord d'état d'esprit et ensuite en posant des actions en axe avec ce nouvel état d'esprit. Le parc que vous voyez là, c'est le parc Chamboverne. Il y a deux particularités que j'aime bien dans ce parc. La première, c'est vu qu'il est en hauteur des collines, on y voit particulièrement bien le quartier de la Pardieu. La seconde, c'est le silence qui règne. Il n'y a ni touriste ni badaud en fait. Le panneau indiquant le passage est tellement minuscule que personne n'y va par hasard. Les seuls sons sont ceux au loin des enfants de l'école primaire d'à côté. Pour moi qui adore contempler les havres de paix en pleine conscience, c'est un endroit idéal pour passer la prochaine heure en pleine conscience, en pleine quiétude. Pourtant, ce jour-là, j'arrive pas. Pourtant, ce jour-là, j'arrive pas car des idées tournent et retournent dans ma tête. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie s'il me reste que 5 ans à vivre? Je suis dans un espace naturel conservé où c'est un horizon à perte de vue. Il fait une chaleur de plomb, une odeur d'herbe coupée et des cris d'enfants au loin. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie s'il me reste que 5 ans à vivre? Ces mots, qui résonnent dans ma tête comme une sentence absurde et froide, sont ceux que je me suis mis dans ma tête pendant que l'expert de santé m'a lu mon résultat d'analyse. Il a pourtant bien dû dire quelque chose après. Oui, oui, vous êtes bien porteur. J'étais même tout à fait présent en face de lui. Mais mon cerveau était tellement en état de choc qu'il était parti sur un tout autre sujet, car il le répétait alors sans cesse. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie s'il me reste que 5 ans à vivre? Alors, je vous rassure, hein, il ne me reste pas vraiment que 5 ans à vivre, hein. C'est juste une pirouette mentale pour faire monter la pression et stimuler un peu l'originalité. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie s'il me reste que 5 ans à vivre? Bon, vous imaginez bien que si je me tiens en face de vous, j'ai trouvé quelque chose à faire et quelque chose à... Mais peut-être que vous auriez envie de me demander pourquoi je suis en face de vous là ce soir, aujourd'hui. Mais avant de répondre à cette question, je vous propose, si vous le voulez bien, de vous reporter un peu dans le passé pour mieux appréhender la situation dans son ensemble. Ça, c'est mon anniversaire des 30 ans. J'ai marqué l'apothéose d'une vie parce que bah, c'était la fin, le moment le plus heureux de ma vie innocente, on va dire, le moment avec 150 personnes qui étaient invitées. On a fait la fête en toute innocence avec ma copine qui était là-bas à l'époque, jouer de la guitare comme vous voyez là, et en chantant tous ensemble, en mangeant des marshmallows grillés, en buvant du rouge. J'étais vraiment sur un petit nuage à ce moment-là. C'était vraiment le super moment.
un super moment. Malheureusement, un super moment court, puisqu'en fait, le lendemain, un défi qui s'apparaît à moi, puisque ma copine m'en va, en fait. Elle prend sa brosse à dents et je lui demande: «Mais tu vas faire où? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Où est-ce que tu vas?» Elle me dit qu'elle rentre chez sa mère. Je la regarde avec des gros yeux tout ronds et elle s'en va. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Je veux bien croire qu'aucun couple n'était parfait et que voilà, on avait forcément des faiblesses, mais de là du jour au lendemain, passer c'est l'ascenseur émotionnel, quoi. Je m'attendais pas du tout à ce que ça se finisse comme ça. Et la deuxième aventure, c'est, en fait, après, je prends une colocataire, pour remplacer ma coloc parce que mon ex, parce que j'aimais bien l'appartement. Et en fait, on passait beaucoup de temps dans la cuisine à concocter des bons plats parce qu'on aimait bien ça. Et en fait, je me rends compte que je perds souvent l'équilibre et que je perds beaucoup de choses des mains. Et bah, ça, j'ai directement fait le rapport en fait avec la maladie qu'avait mon père avant de mourir. Il avait exactement la même, je m'étais renseigné, je savais ce que c'était. Voilà, j'étais un peu dans la fuite là depuis que je m'étais rendu compte que cette maladie-là était héréditaire et que je l'avais peut-être, mais le poids était tellement important que c'était juste pas possible c'était juste pas possible d'y aller sans crainte et de manière sereine, quoi. La maladie était génétique. Il y a une chance sur deux de l'avoir si un parent l'a. Elle est incurable, bien évidemment, sinon ce serait pas marrant. Et dégénératrice, en commençant d'abord par les symptômes physiques et en terminant par les symptômes humains et mentaux. Donc voilà, on n'a pas forcément envie d'avoir ça. Donc pour l'instant, c'est quelque chose que je laissais un peu dans l'œil mort, on va dire, dans l'angle mort. Est-ce qu'il faut vraiment connaître son futur? Je sais pas forcément. Je sais qu'un test sanguin existe qui permettrait de savoir si je suis atteint ou pas, mais pour l'instant là c'était beaucoup trop d'affrontements. Je me sentais pas prêt. Mais j'ai du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai fui dans un bar, comme tout humain normalement constitué, j'ai passé à chercher à noyer mes troubles dans l'alcool. Voilà, pour être sûr. Et en fait, alors que j'étais justement au bar, je rencontre une copine en fait à moi, Myriam, qui me parle de David de François. C'est un coach, un vulgarisateur sur internet. Et alors, du coup, je regarde le lendemain, alors que j'ai un peu dessoulé sur internet. Et en fait, le mec parle notamment à un moment donné d'une, une vidéo, un travail que j'aime bien en fait, que je vais voir, qui parlait d'exprimer ses sentiments, sa gratitude et de le laisser s'exprimer quoi. Et du coup, moi, ça m'intéressait du coup d'arriver à être plus dire merci plus facilement face à mes proches et mes amis et leur dire que je les aime notamment aussi. Et je galère vraiment en fait pendant plusieurs mois petit à petit à arriver à le dire à des personnes de plus en plus loin que moi. Je commence par mes amis très très proches et puis des amis un peu plus loin. Et à force de m'entraîner, en fait, au bout d'un moment, ça devient une habitude, hein. Au bout d'un mois, finalement, voilà, j'ai réussi à faire une habitude. Mais en fait, ce qui était amusant dans l'expérience qui a été faite, c'est que plusieurs mois après, 3 ou 4 mois après, une fois que c'était bien une habitude et que je continuais à le faire, en fait, je me suis rendu compte que ça avait changé non seulement l'habitude, mais aussi en fait la personnalité. Ça m'avait changé en fait, ça avait changé ma personnalité. Et là, en fait, j'ai découvert la puissance des habitudes et du changement et la puissance des habitudes sur le mental et tout ce qu'il y avait derrière, quoi. J'étais à milieu de me douter qu'il y avait autant d'impact en fait, qu'un comportement était juste une répétition d'habitude journalière. Et donc, ça m'a beaucoup aidé. J'ai réalisé que le principal frein dans la maladie, elle vient de l'esprit plus que de la maladie en elle-même, dans la vie. Et du coup, ça m'a redonné confiance en moi.
Et là, je me suis dit: «Bah, il y a peut-être quelque chose à faire, en fait. Je peux peut-être arriver à trouver un angle d'approche à la maladie en travaillant d'abord sur le mental pendant qu'il est pas atteint, pour pouvoir, l'assimiler au mieux dans ma l'assimiler au mieux dans ma vie». Ça avait vachement diminué la pression, du coup, que j'avais par rapport à ça et du coup, la prise d'un rendez-vous chez le neurologue me paraissait de moins en moins loin. Du coup, voilà, je franchis le pas, du coup. J'ai fini par prendre le rendez-vous. Malheureusement, comme je m'en doutais en même temps, voilà, c'était pas forcément les résultats étaient forcément voilà, négatifs, comme vous avez pu vous en douter en introduction, hein. J'étais vraiment en état de choc en ce moment-là, quoi. Surtout qu'en plus, le problème de la maladie, en fait, bah oui, je suis atteint, mais en plus, il y a un deuxième effet qui se coule, c'est que la maladie va commencer plus tôt, là où les gens normaux, en fait, ils commencent leur maladie entre 40 et 50 ans, bah, il y a une fort rare et qui commencera beaucoup plus tôt et voilà, qui finira beaucoup plus tôt. Donc voilà, ça c'est fait. Donc là, voilà, la vie elle est de plus en plus courte, quoi. Du coup, je décide de profiter de cette ellipse du temps, du coup, qui me reste de moins en moins, quoi. Je me rends bien compte qu'il reste de moins de temps. Donc, du coup, je décide de profiter du temps où mes symptômes sont superficiels pour pouvoir me battre avec le maximum de mes outils dans mon contrôle pour plus tard vivre au mieux l'évolution de la maladie. Et en parallèle de ça, en fait, je continue à essayer de me libérer de tout ce qui me gênait, que ce soit en développement personnel, que ce soit les croyances limitantes, le regard des autres, la peur d'échouer, l'envie de trop faire, et pour arriver à devenir de plus en plus zen aussi, parce que je sentais bien que ça allait m'aider aussi. Donc là, ça y va, quoi. Donc je vais pas vous expliquer en détail tout ce que j'ai fait, hein, parce que sinon, voilà, il en faudra une demi-heure de plus, mais je vous fais une énumération rapide, hein. Donc pour la maladie, je suis allé voir un kiné, j'ai fait du suivi neurologique, je suis allé voir un psy pendant 9 mois. Pour m'organiser, j'ai appris GTD que j'ai mis peut-être un an à finalement assimiler correctement et à mettre en place directement. Pour la procrastination, j'ai trouvé des palliatifs, même si forcément il reste un petit peu présent. Pour l'administratif, le meilleur, c'est toujours mon préféré, l'administratif. J'ai fait une demande MDPH en 2015, j'ai fait une portion de la réhabilité en 2017, un dossier de prévoyance en 2018. Je suis en train de faire un autre dossier de MDPH en 2019 pour avoir des aides à domicile pour que les personnes puissent m'aider chez moi et m'aider aux tâches ménagères entre autres. Pour la sophro, parce que c'est important quand même d'avoir une certaine zénité, j'ai fait une formation de gestion du stress dans laquelle j'ai appris comment le stress était géré pour éviter d'en générer en surplus. J'ai fait une formation de gestion du temps pour savoir quels étaient mes drivers. Et puis pour la relaxation, j'ai fait tout ce qui était la méditation, la relaxation progressive de Jacobson. J'avais des gros problèmes enfin j'ai toujours des gros problèmes de sommeil, donc c'est toujours un axe toujours ouvert là-dessus. Donc je suis arrivé à avoir un bon sommeil. Finalement là pour l'instant c'est plutôt de la mélatonine et puis des somnifères si ça suffit pas. Et puis évidemment voilà des lectures de développement personnel plus que jamais j'ai envie de dire. Et avec notamment un truc que j'ai mis en place tous les lundis avec mes potes, dans lequel avec 3 personnes, c'est une sorte de club de lecture, mais pour développement personnel. En fait, chacun choisit une vidéo qu'il a envie de faire découvrir aux autres. Ensuite, avant la rendez-vous, chacun écoute les vidéos qui ont été conseillées. Et ensuite, pendant le groupe, on débrief des vidéos qu'on a vues. Et on se dit les effets que ça nous fait, comme ce sur quoi on a l'impression qu'on pourrait travailler, et, euh, et comment on pourrait le faire dans notre quotidien pour arriver à le mettre en place, et les actions et les objectifs qu'on peut se mettre pour tenir ces actions-là. Donc c'était très complet en fait comme partie, ça a duré très longtemps finalement. Ça a duré peut-être 3 ans et demi, un truc.
de développement personnel tous les lundis matins, tous les lundis soirs, pardon. C'était vraiment une machine à gaz parce que en plus vu qu'on était trois, dès que quelqu'un était un peu démotivé, il y avait quelqu'un d'autre pour le remotiver. Donc non, c'était vraiment une super expérience. Et au cours de mes lectures de développement personnel, en fait, il y a un élément qui m'a particulièrement intéressé, c'était celui de la méditation guidée et les pratiques de silence dans la méditation et de la spiritualité. En fait, la retraite spirituelle, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup intrigué, mais j'ai jamais vraiment osé. J'ai décidé de me lancer un matin, donc du coup, je me suis inscrit une retraite spirituelle à Ama, en silence, du coup, du vendredi au lundi. Alors, c'était une sacrée expérience, franchement. C'était vraiment particulier. Il n'y a rien qui ressemble à ça, en fait. C'est le silence au début. On a l'impression, on se demande pourquoi on est là. Ensuite, on a envie de partir. Et ensuite, on devient fou. Et enfin, au bout d'un moment, pour certains, on commence à apprécier un peu. Moi, franchement, au bout du troisième jour, j'ai commencé un peu à apprécier et à me sentir à l'aise avec le truc. Et bah, du coup, le troisième jour, le problème, c'est que c'était le dimanche, quoi. Et du coup, vu que j'étais un peu frustré de pas avoir continué, et ben malgré le fait que j'étais vraiment super anxieux les 2 premiers jours, le troisième jour, vu que ça s'était mieux passé, je me suis dit, ben, on va voir ce que ça fera demain. Donc je suis resté un jour d'après en dehors du week-end spirituel, avec les habitués du lieu, parce que c'est un lieu qui vit tout le temps en fait. Et là j'ai vraiment senti le- l'acceptation à la fois bah, de mes pensées que j'avais encore dans ma tête, mais aussi de l'acceptation de mes peurs, de mes angoisses. J'ai l'impression que j'avais ex- que j'avais expulsé un peu tout ça en fait. Comme si j'avais recommencé à zéro mes peurs et que tout était normal en fait. Ah, c'était vraiment super bénéfique la retraite spirituelle. Et au final, ouais, au bout du troisième jour, je me suis senti vraiment à l'aise et l'esprit clair et calme. Je suis revenu de ce week-end, j'étais apaisé et ressourcé. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait remettre ça, quoi. Et j'en ai refait un peu plus tard à Chartres, pendant une semaine, du coup. Et ensuite, j'ai un peu arrêté à Ma et je me suis plus orienté vers le milieu bouddhiste. Mais finalement, le destin, il apparaît pas forcément là où on l'attend. La manière dont je vois les choses, elle a vraiment changé au moment où j'ai vu un film qui s'appelle 100 battements par minute. Alors pourquoi 100 battements par minute? Pour ceux qui connaissent pas les deux dans le fond là, c'est un film que vous devez voir déjà. C'est un film qui a été la Palme d'Or de Cannes il y a 2 ans, qui parle dans le contexte des années 70-80, au moment où on commençait à découvrir le sida, avant qu'on fasse des traitements évidemment. Et en fait, c'était le quotidien d'une personne qui a atteint et une autre qui l'est pas, entre autres. Le film est bien plus que ça, mais j'ai pas envie de vous spoiler. Et en fait, à un moment donné, ça m'a marqué encore. J'ai encore les mots dans ma tête qui résonnent, et le sourire que j'avais à l'époque et les pleurs que j'ai eu après. Il ressort de la gendarmerie et du coup il rentre en train et c'est le moment du coucher de soleil. Et là il dit regarde comme c'est beau. Non mais sérieux, regarde ce ciel. Il y a des moments où je m'aperçois à quel point le sida a changé ma vie. C'est comme si je vivais plus intensément les choses. Comme si je voyais le monde d'une autre manière. Comme s'il y avait plus de couleurs, plus de vie. La vie a d'autant plus de saveur qu'elle nous paraît courte. Et ça m'a... Je me suis dit, mais oui, il a raison, c'est exactement comme ça qu'il faut vivre en fait. Il faut voir ça comme ça en fait. T'as pas le choix de le vivre autrement à l'époque et voilà, il faut continuer à le vivre comme ça. Du coup, j'ai cherché à intégrer petit à petit cette approche en continuant à regarder, à regarder ce film et à me remémorer ce passage-là. Et du coup, petit à petit, voilà, je suis passé d'année à béni parce que je me suis considéré comme survivant.
Et qu'à partir du moment où la vie est courte, et ben nos yeux, ils sont pleins de bonheur en fait. Le bonheur, il est dans la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Le deuxième déclic, ça a été pendant ma période bouddhiste. Ma période bouddhiste, donc, qui est venue donc juste après les retraites spirituelles d'Ama, où je m'intéressais beaucoup au bouddhisme, notamment pour la compassion, mais aussi pour la notion de dharma. Donc le dharma, qu'est-ce que c'est là-bas? En fait, c'est une manière de donner du sens à la vie. Et j'avais lu notamment un livre qui s'appelle Les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra, dans lequel je vous cite parce que c'est tellement beau qu'il faut le dire directement. Vous possédez un talent particulier ainsi qu'une manière unique de l'exprimer. Il existe quelque chose que vous pouvez faire mieux que quiconque, tout en aidant un maximum de personnes. Pour aider à trouver, il propose de se poser la question, si l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que tu ferais? J'ai pas eu la réponse tout de suite, hein. J'ai médité là-dessus un paquet de temps avant d'avoir l'illumination un peu plus tard, un moment où je m'y attendais pas forcément. Au moment où j'étais en vacances aux Canaries. Et où là, je me suis dit, bah oui, c'est le moment d'aller aider les gens qui sont atteints comme toi, en fait. Le but, c'était d'arriver à aider les gens qui n'auraient pas eu la patience, le temps ou la persévérance pour faire le travail que tu as fait et puis de leur transmettre ce que tu as trouvé, en espérant qu'ils y trouvent aussi la même utilité. Et donc, du coup, je me suis renseigné un peu sur internet pour voir s'il y avait des assos qui pourraient faire ça. Et en fait, bingo, j'en ai trouvé une. Et on a discuté, on s'est appelé, le courant a super bien passé. J'ai appelé Émilie et voilà, on passe des super moments à chaque fois qu'on s'appelle. Et du coup, on a rapidement commencé à travailler ensemble. En juillet 2018, on a fait une interview ensemble. J'ai fait un podcast pour aider les gens qui ont la même maladie que moi, dans lequel je transmets des choses sur lesquelles j'aurais voulu tomber au moment où j'ai atteint la maladie. Donc là, c'est vraiment de la passation de, de, de connaissances. Et puis, eux, en fait, ils sont surtout basés à Paris et ils ont pas mal de groupes d'écoute et d'entraide déjà qui sont des moments de partage entre les personnes qui sont atteintes de la maladie, en fait, un peu comme les alcooliques anonymes, mais là, c'est juste pour les gens qui sont atteints de cette maladie-là. Et donc, du coup, ils m'ont demandé si je voulais montrer le groupe d'écoute et d'entraide, ce que, bah, forcément, j'ai accepté. Et donc là, ça fait, c'est le quatrième là, et pour l'instant, on est trois. Enfin, deux, pardon, on est deux pour l'instant. On a le troisième qui devait venir, et finalement, il c'était pas encore prêt, donc on l'a laissé dans les échanges, mais voilà, pour l'instant, c'est pas encore prêt pour lui. Et voilà. Et ce qui est formidable avec tout ça, en fait, c'est que plus j'avançais sur ce trajet de développement personnel, et en fait, plus en parallèle, mon neurologue a halluciné que j'allais de mieux en mieux, en fait. Donc, du coup, j'étais content d'avoir eu raison en me disant que, euh, que l'état physique était complètement dépendant de l'état mental. Voilà. Cette histoire est malheureusement tristement banale. Je suis certain que pendant que je racontais mon expérience, certains passages ont résonné en vous. Certains passages difficiles ont pu faire écho en vous, que ce soit la perte d'un être cher, un chagrin amoureux, la perte d'un ami, un échec professionnel, une maladie peut-être. Nul ne peut faire l'économie des expériences douloureuses. Et Thomas Dosbourg, dans sa conférence sur être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable, nous présente un de ses principes fondamentaux. Si je ne suis pas heureux de ce qui m'arrive, ça ne veut pas dire que ce qui m'arrive n'est pas heureux. Dans la continuité. C'est donc pas un accident, mais bien un ingrédient de la vie, nécessaire pour avoir une vie pleine et entière. Alors, c'est pour ça que plutôt que de faire semblant de ne pas les voir, en fait, quand ces expériences arrivent, je vous invite à vous asseoir avec vos peurs, vos craintes, vos tristesses, vos détresses, et à les laisser s'exprimer.
Remerciez la vie car vous allez apprendre énormément sur vous-même, sur vos besoins, vos valeurs, sur vos envies, sur les relations humaines et au final sur la vie avec un V majuscule. Celle qui mérite vraiment d'être vécue. Et vous allez alors sortir grandi de cette expérience. Merci à vous.